Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous commencerons ce journal donc à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier l'un après l'autre l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, désormais président d'une fondation pour la recherche de la paix, et Festus Mogué, l'ancien chef d'État du Botswana qui aujourd'hui lutte contre le sida. Nous irons ensuite à Napié, à une quinzaine de kilomètres de Korogo. Sur place, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a procédé ce week-end à l'inauguration des centres pilotes de prestation de services agricoles et à la remise d'équipements agricoles à Intercoton. En Algérie, la mobilisation se poursuit. Dans une lettre à la nation publiée hier lundi, le président Abdelaziz Bouteflika a confirmé qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de la transition. Alors que son 4e mandat s'achève dans un mois et demi, il s'engage à mener une transition harmonieuse d'ici la fin de son parcours présidentiel. Rendons-nous tout de suite à la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu hier, je vous le disais, l'un après l'autre, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et Festus Mogué, l'ancien président de la République du Botswana. Les deux anciens hommes d'État évoluent désormais dans l'humanitaire. Le Français est aujourd'hui président d'une fondation qui milite pour la paix et le Botswanais responsable d'une ONG œuvrant dans la lutte contre le sida. Le point de ces audiences avec Jérôme Kofi Aboula. Au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, deux personnalités se succèdent pour rencontrer le président Alassane Ouattara. La première de ces personnalités à être reçue par le chef de l'État ivoirien s'appelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que président de la fondation Les Leaders pour la Paix. Nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix. Et d'abord, le président Ouattara nous a rappelé ce mot du président Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et au fond, on a vu que dans la pensée du président ivoirien, comme dans notre réflexion à nous, leaders pour la paix, on voit que la paix, c'est un travail, que la paix, c'est une attitude, c'est une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix, et la Côte d'Ivoire est un sujet, une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix. Donc nous sommes venus ici aussi écouter et aussi apprendre. Après l'ancien Premier ministre français, c'est l'ex-président du Botswana, Festus Mogué, qui a également échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lui, en sa qualité de responsable d'une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida. ONG dénommée Champion au pluriel, pour une génération sans sida. Les hôtes du chef de l'État, à travers ces échanges, entendent contribuer au bien-être et à l'épanouissement des populations ivoiriennes par des actions concrètes conformément à la vocation de leurs ONG respectives. Et vous allez le voir en image. Après sa rencontre avec le président Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a été reçu par Marcel Montano, le ministre des Affaires étrangères. Puis le président de la fondation Leader pour la paix a partagé un déjeuner avec les ministres Marcel Montano, donc Mariatou Kone et Liramata Bakayoko, ainsi que vous le voyez sur ces images. Abdoulaye Kone y était aussi, mais uniquement pour le reportage. Amadou Gon Coulibaly, lui, était ce week-end à Korogo, dans le nord du pays. Le Premier ministre s'y est rendu pour procéder à l'inauguration d'un hôtel, un complexe hôtelier d'une capacité d'accueil de plusieurs dizaines de chambres de luxe. Selon Amadou Gon Coulibaly, ce complexe est une fierté pour la région qu'il abrite, car il va participer à son développement touristique. Ami Sissoko, notre correspondante à Korogo. La Rose Blanche, un complexe hôtelier moderne avec des équipements à la pointe de la technologie ouvert à Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à son inauguration. À ses côtés, des membres du gouvernement. La Rose Blanche de Korogo comporte 74 chambres de luxe, 7 salles de séminaire et un restaurant de 50 places entre autres. Ce joyau architectural vient pallier l'absence d'hôtels de haut standing dans la région du Poro. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la réalisation de ce réceptif hôtelier
s'inscrit dans la stratégie du développement du tourisme adoptée par le gouvernement. Elle vise à placer la Côte d'Ivoire comme la 5e puissance touristique en Afrique à l'horizon 2025. Pour l'instant, nous sommes qu'à la 12e place. Il y a 2 ans, nous étions à la 14e place. Nous avons gagné 2 rangs. Mais nous n'en demeurons pas moins la 3e destination du tourisme d'affaires après le Nigeria et le Maroc. Je voudrais rendre un hommage très appuyé au ministre Koné Kafana, cher aîné, cadre de la région et promoteur de ce bel édifice. Vous avez compris très tôt que l'industrie touristique, notamment le secteur de l'hôtellerie, peut être une source de richesse pour notre pays, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Dans la même veine, le chef du gouvernement souligne que le tourisme constitue l'un des piliers importants de la politique du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il félicite Gilbert Kafana Koné et invite les autres cadres de Korogo et à travers eux, les cadres de Côte d'Ivoire à contribuer au développement touristique de leur pays. La région de Korogo, à l'instar de plusieurs régions de notre pays, regorge donc de potentialités touristiques. Et on ne peut pas parler de développement touristique sans parler de développement hôtelier. Et je suis heureux qu'au-delà de ces événements qui constituent des engagements et des actions fortes pour la Côte d'Ivoire, il fasse également des actions fortes ici pour donc, la région du Poro, pour sa région, pour Korogo. Et je voudrais lancer un appel à tous les cadres de cette région pour que Kafana soit pour nous tous un exemple. Investir en Côte d'Ivoire est un appel que l'on lance à tous. Investir à Korogo pour ceux qui le peuvent et qui sont de la région est un appel que je voudrais également lancer à tous. Oui, investir, c'est créer des emplois. Investir, c'est créer des emplois qui permettent de réduire donc, la pauvreté dans notre pays. C'est faire en sorte que des revenus puissent être procurés pour des jeunes dans notre pays. Et oui, et je voudrais que cet exemple au niveau de Kafana puisse être un exemple suivi donc, par tout le monde. La Rose Blanche permettra aux agents de voyage de proposer des circuits dans le Poro en vue des découvertes des potentialités touristiques qui le regorgent. Trier, recycler encore. Les objets ont plusieurs vies. La journée du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis. Elle est devenue journée mondiale en 2018, plus précisément le 18 mars. C'est une initiative qui a rapidement été relayée dans le monde entier afin de présenter les enjeux liés au recyclage. Le thème cette année, c'est le recyclage des déchets solides, la place du secteur privé. Selon le gouvernement, la production des déchets journalier s'élevait il y a moins de 20 ans à 2800 tonnes. Aujourd'hui, elle est de 3800 tonnes, soit un accroissement de 36%. Le recyclage est une technique qui vise à réduire la consommation des ressources naturelles en offrant aux matériaux une seconde vie. C'est aussi un moyen de réduire la pollution par un nouveau mode de production et de consommation. Nous pouvons donner une seconde vie à nos déchets, au lieu de jeter à tout prix des objets qui peuvent encore servir. La communauté scientifique envisage de nouvelles techniques de séparation et de tri des matières et propose d'investiguer de nouveaux processus de séparation. Ces perspectives constituent un espace d'innovation prometteur et une opportunité pour tout pays en quête d'émergence. La production journalière des déchets solides et ménagers dans le district d'Abidjan est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2019, soit un accroissement d'environ 36% avec 20% de matières recyclables. À cette allure, la production journalière de déchets à Abidjan atteindra 8000 tonnes en 2030, soit environ 3 millions de tonnes par an. La gestion d'un tel flux
nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières. Aussi, l'adoption de comportements responsables en vue de la réduction des quantités de déchets que nous produisons et le recyclage d'une bonne partie permettrait-elle de réduire les dépenses dans ce secteur tout en préservant notre environnement. Cette année, le thème retenu à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage est le recyclage des déchets solides, la place du secteur privé. À sa sortie d'audience avec le chef de l'État, le président du programme des champions pour une génération sans sida en Afrique n'est pas tout de suite retourné au Botswana. Festus Mogué a ensuite eu des échanges avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Au centre de ces échanges, la lutte contre le VIH-Sida, évidemment. Au regard de la prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire en baisse, c'est-à-dire 3,7% en 2017 et 2,8% en 2018, l'ONG, dirigée par l'ex-président du Botswana, a félicité le gouvernement pour les progrès accomplis dans la lutte et l'a encouragé à poursuivre dans ce sens. Festus Mogué a également salué la décision du gouvernement d'augmenter de 5 milliards de francs CFA le budget triennal 2018-2020 mis à la disposition du ministère. Si la lutte contre le sida est engagée depuis de nombreuses années, celle contre les incendies de marché prend ses marques. Le maire de Treichville en fait désormais son cheval de bataille. Albert François Amicha vient d'inaugurer un bâtiment de 4 niveaux, le siège du tout nouveau service de sécurité incendie et d'assistance. Les précisions de Ouattara Amadou Walter. Commune de Treichville, avenue 8, rue 8. La cérémonie de remise des clés du bâtiment du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes mobilise une bonne représentativité de la population. Le conseil municipal a inscrit au titre de ses priorités la question de la gestion des catastrophes. Cet engagement se matérialise ici. Ce service de sécurité incendie, doté d'un bâtiment de 4 niveaux, est équipé de 3 véhicules, dont une ambulance. Nous avons une voiture de transport de troupes, l'ambulance qui va intervenir au cas où il y a des blessés et une voiture de liaison. Ce bâtiment, le rez-de-chaussée et le premier étage pour les secouristes, le 3e niveau pour la police municipale et le 4e niveau, c'est un espace de convivialité. Le coût global est de 60 millions avec 25 millions d'équipements. Le ministre de la Ville, maire de la commune de Treichville, a procédé à la coupure du ruban symbolisant l'inauguration de ce service. Mais avant, François Amicha a rappelé son engagement pour l'épanouissement de ses administrés. Ce projet nous tenait à cœur. Il nous faut à présent lui donner tout son sens à travers des actions de visibilité, notamment la sensibilisation aux risques en vue de prévenir les éventuels accidents et autres drames comme l'historique incendie qui avait fait ravage au Grand Marché en 1996 au tout début de notre premier mandat et qui nous avait inspiré la construction d'un centre de ce genre. Une démonstration sur les méthodes d'intervention en cas d'incendie, puis un défilé des troupes de la police municipale et des secouristes, des temps forts de la mise en marche du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de Treichville. Je vous ramène à Korogo, à Napié précisément. Sur place, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a procédé ce week-end à l'inauguration et à la remise d'équipements agricoles des centres pilotes de prestation de services agricoles à Intercoton. De quoi répondre à la problématique du manque d'équipements motorisés pour le développement de la filière. On retrouve Abi Sissoko depuis Korogo. 30 tracteurs, 30 charrues, 3 remorques et du matériel de culture attelé sont entre autres des équipements agricoles remis à la filière cotonnière de Napié. La remise officielle de ces engins marque également le lancement des activités des centres de prestation de services agricoles à Napié, Bountiali et Mankono. Nous voici devant un matériel qui va nous aider. Il y a un objectif qui a été recherché, ça c'est de produire beaucoup de coton. J'en ai confiance à mes paysans et je suis sûr qu'on est déjà dans le chemin
du développement. Avec ces machines, on pourra facilement faire donc les labours et s'assurer rapidement qu'on pourra s'aimer le coton à des décades, à la bonne décade et surtout qu'on pourra aussi avoir des bons semis. C'est un projet pour réduire la pénibilité du travail dans les champs et permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique, a indiqué le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Vous, les cotonculteurs de Côte d'Ivoire, vous êtes capables de hisser notre pays à la tête de l'Afrique au niveau de la culture du coton. Pour que vous puissiez atteindre ces objectifs, oui, c'est avec la culture attelée, mais c'est surtout avec des tracteurs. Ces centres de prestation de services agricoles sont financés par l'Agence française de développement AFP à hauteur de 750 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement en vue de la relance des filières agricoles. Le matériel motorisé est mis à disposition des agriculteurs, moyennant un coût en rapport avec le rendement de chacun. Autre lieu, autre cérémonie d'inauguration. La ville de Gbon dans la Bagoué a désormais son IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine. Ce sont les ministres Kandia Camara et Mariatou Koné qui ont fait le déplacement de Gbon pour remettre les clés du bâtiment. Les jeunes filles vont y apprendre à être autonomes. Elles seront initiées au métier de la couture, de la broderie et de la pâtisserie. Reportage Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Permettre aux femmes et aux filles de Gbon, dans la région de la Bagoué au nord du pays, de se prendre en charge et assurer leur autonomisation à travers divers métiers. C'est le sens de l'inauguration et de l'équipement de l'IFEF local, Institut de formation et d'éducation féminine, coût du projet. Plus de 52 millions de francs CFA financés par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les femmes et les filles de Gbon pourront apprendre la couture, apprendre la pâtisserie, apprendre la broderie et au bout de 3 ans de formation, pouvoir s'installer. Elles auront également la chance de bénéficier de cours d'alphabétisation pour celles qui ne savent pas lire et écrire, mais également renforcer leur apprentissage en français, en mathématiques. La ministre Kandia Camara, cadre de Gbon, qui a appelé ce projet de tous ses voeux, a exprimé toute sa reconnaissance. Je me suis faite le porte-parole de mes sœurs, de mes mamans, de mes filles de Gbon. Auprès de ma sœur, Madame le ministre Mariatou Koné, pour lui demander de bien vouloir mettre à la disposition de ses sœurs de Gbon un institut qui va permettre leur autonomisation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au nom de toute la population de Gbon, je voudrais infiniment dire merci au professeur Koné Mariatou. L'INS, l'Institut national de la statistique, révèle que 3 femmes sur 4 en milieu rural vivent sous le seuil de pauvreté. Une préoccupation pour le gouvernement ivoirien selon la ministre Mariatou Koné, d'où la nécessité pour elle de multiplier des actions en faveur de leur autonomisation. Voilà pour l'ouverture de l'Institut de formation et d'éducation féminine de Gbon. On revient ici à Abidjan, cette fois pour parler enseignement supérieur. L'ambassadeur de France et le ministre Mabry Touakeu sont remis officiellement 10 000 guides pédagogiques et 150 000 plaquettes d'appropriation de la réforme LMD aux universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Ce projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles a été élaboré dans le cadre du C2D, le contrat de développement et de désendettement. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit de Franck Quadio. Le système LMD, licence, master, doctorat, un ensemble de réformes, d'adaptation aux normes internationales en matière de formation académique, un sujet qui intéresse enseignants et étudiants des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Ils viennent de recevoir 10 000 guides pédagogiques et 150 000 plaquettes d'appropriation de la réforme, licence, master, doctorat. Ces outils pédagogiques viennent faciliter l'enseignement et la compréhension de cette réforme. Le système LMD a un objectif quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est de faire en sorte que les étudiants, à l'issue de leur formation, puissent obtenir un emploi. Donc du coup,
il y a tout un dispositif qui accompagne les enseignants-chercheurs pour les former, pour que les cours qu'ils vont dispenser soient des cours adaptés au marché de l'emploi. Ces outils ont été mis en place dans le cadre du C2D pour le développement du système ivoirien d'enseignement supérieur. Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, affiche l'objectif de son pays en offrant ses manuels didactiques à la Côte d'Ivoire. Au-delà de cette réforme indispensable, je rappelle combien l'appui à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la jeunesse est une priorité de la coopération française. Cet appui s'étend sur l'ensemble du secteur, pour un montant total d'environ 210 milliards de francs CFA. La France soutient par exemple le développement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, le développement du numérique éducatif. Cet appui fait de la France, et c'est notre fierté, le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Un geste qui a son sens, selon Albert Touakes-Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La mise en œuvre du LMD est très exigeante et requiert du temps et beaucoup de persévérance. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs, à vous approprier les différentes étapes de ce processus en faisant un bon usage des guides et des plaquettes qui ont été remis tout à l'heure. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est approprié le système LMD en 2012 suite aux recommandations de l'UEMOA. Prenons maintenant la direction de Yamoussoukro, où l'édition 2019 des Journées nationales de la communication a pris fin cette semaine. Les participants, membres du réseau ivoirien des communicants, ont pu approfondir leur connaissance du digital avant d'élire leur tout nouveau président, Kader Sogodogo, de la station régionale RTI Bouaké. C'est terminé pour la 4e édition des Journées nationales de la communication. À Yamoussoukro, entre panels, communication et conférences, les participants ont pu renforcer leurs capacités et échanger les bonnes pratiques. Le digital a dominé les travaux. Cette année, 2 pays, le Mali et le Burkina Faso, ont fait l'amitié à la Côte d'Ivoire en participant aux travaux. Ils repartent d'ailleurs satisfaits. Il y a échange d'expérience, il y a échange de parcours, il y a contribution intellectuelle et il y a surtout beaucoup d'éléments d'inspiration. Donc pour moi, c'est surtout d'abord un lieu où je suis venu pour apprendre, mais aussi pour partager. Et en cela, je suis très satisfait. Temps fort des Journées nationales de la communication 2019, ce standing ovation pour Mereb Kamen Doumbia, qui, après 4 années passées à la tête du réseau ivoirien de communicants RICOM, passe la main. Le nouveau président entend œuvrer pour le rayonnement de la profession de communicant. Ce mandat, nous l'envisageons sous l'angle de la continuité, c'est vrai, mais aussi de l'innovation, parce qu'il faut améliorer notre notoriété et il faut toucher du doigt les problématiques des communicants et des marketeurs afin de nous aider tous à améliorer notre position en entreprise et surtout nos performances. Les Journées nationales de la communication s'inscrivent dans le cadre des Journées nationales en métier, une initiative du groupe RHCOM soutenue par la RTI. D'autres initiatives sont prévues au cours de cette année. Koné Iliassou est le nouveau maire de Bondoukou. Avec son conseil municipal, ils ont été investis samedi dernier par le directeur général de la SEGRAE, représentant le ministre chargé des Affaires présidentielles. Entamant ici son 2e mandat, Iliassou Koné a placé ce quinquennat sous le sceau de la continuité de ses projets de développement en faveur des populations et de la localité. Suivons la correspondance d'Herman Diamier. Koné Iliassou rempile pour un second mandat à la tête de la mairie de Bondoukou. Pour ce 2e quinquennat, le premier magistrat de la commune de Bondoukou entend poursuivre le projet déjà entamé en mettant un accent particulier sur le renforcement des infrastructures scolaires. Le mandat passé, nous avons construit 25 salles de classe. Ce 2e mandat, nous allons continuer. Mais avant de se lancer, avant de dire quoi que ce soit, je vais rencontrer les jours à venir la population pour discuter. Il faut faire un budget participatif. C'est le directeur général de la SEGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, représentant Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, qui a investi le maire Koné Iliassou et son conseil municipal. Le représentant du ministre des Affaires présidentielles les a exhortés à demeurer à l'écoute des populations. Vu les qualités qui sont les vôtres, je sais pouvoir compter sur vous pour œuvrer avec passion et bienveillance
avec diligence et efficacité au bonheur quotidien de nos parents et populations de Bonoukou. Élu sous la bannière du RHDP avec 80% des voix exprimées, le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, haut patron de cette cérémonie, a indiqué que cette victoire retentissante traduit la vitalité du RHDP dans la localité. Cette victoire du RHDP dans la région est un signal fort et témoigne, chers parents du Gontogo, de votre engagement, de votre fidélité et de votre loyauté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous êtes un peuple digne de confiance et de reconnaissance. Les élus et cadres de la région se sont engagés à travailler de concert avec l'équipe municipale afin de faciliter le développement de la région. Nous avions un objectif commun, faire connaître, j'allais dire implanter davantage le RHDP dans notre département, dans notre région. Pour cette cérémonie d'investiture, le maire de Bondoukou avait à ses côtés ses collègues maires des localités d'Ara, de Sampa, d'Issia, de Dabakala, de Soubré, entre autres. On parle sport à présent. L'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a présenté récemment ses nouveaux outils innovants en vue de la traçabilité efficiente et efficace de ses activités. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du ministère des Sports, qui met l'accent sur l'innovation et l'excellence des structures et entités sportives. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. Administrer, gérer et organiser le sport scolaire et universitaire dans les établissements publics et privés des 3 ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. Telles sont quelques grandes missions de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Pour accentuer son efficacité, il a procédé ce mardi 12 mars 2019 à la présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire, SIGSU, et l'intranet OASU. Aujourd'hui, les outils que nous avons nous permettent véritablement d'avoir une célérité dans le traitement de toutes les informations et de tous les actes que nous avons à mener vis-à-vis de tous les acteurs. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 7 millions d'individus qui la ciblent. Et véritablement, le faire sans ces outils modernes relève de la gageure. Par cette initiative, l'OASU entend sécuriser la traçabilité des athlètes en rendant la pratique du sport accessible au plus grand nombre d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et détecter les talents sportifs en vue de promouvoir les fédérations sportives nationales. On va refermer ce journal, mais avant, je vous amène en Algérie. Ensuite, nous nous intéresserons à la situation sociopolitique au Soudan, puis nous reviendrons sur le cyclone qui a dévasté une ville du Mozambique avec un bilan humain qui s'alourdit au fil des heures. C'est l'actu en bref. La sélection du jour a été l'affaire d'Ahmed Traoré et Herman Guivet. En Algérie, le chef de l'État ne cède pas aux pressions des manifestants qui ont défilé très nombreux pour réclamer son départ. Dans une lettre publiée à la veille de la fête de la victoire, le président Abdelaziz Bouteflika écrit que la conférence nationale sera chargée de renouveler les systèmes politiques, économiques et sociaux du pays. Il prend ainsi l'engagement de mener une transition harmonieuse d'ici la fin de son mandat. Pour rappel, son 4e mandat s'achève dans 1 mois et demi. Le président confirme ainsi qu'il restera au pouvoir pendant la transition. Au Soudan, cela fait 3 mois que la contestation a démarré. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum pour demander la démission du président Omar el-Béchir. Pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis depuis lundi à Paris, en France, pour discuter de la situation. Tous tenteront de trouver une position commune et faire des propositions concrètes en vue d'un changement de régime et apporter un soutien aux manifestants. Au Mozambique, les vents violents associés à des pluies torrentielles qui ont touché la côte avant de poursuivre leur course au Zimbabwe ont fait pour le moment 173 morts dans les 2 pays, dont 84 au Mozambique. Ce bilan pourrait considérablement s'aggraver selon les autorités du pays, notamment à Beira, une importante ville du pays. La ville de Beira, qui compte 1 demi-million d'habitants, a été dévastée. L'étendue des dégâts y est énorme et terrifiante, indique la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.